bienvenue au deuxième épisode de What is Love podcast. Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce deuxième épisode. On est super contente d'avoir sorti le premier épisode, Paul-Henri et Maëva. Merci pour vos retours. Nous vous embarquons dans une nouvelle aventure que nous allons vous laisser découvrir. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on se rend compte que c'est très difficile de parler Afrique et de parler relations interpersonnelles sans parler de religion ou de spiritualité. Et c'est intéressant de voir en tout cas dans cette histoire le rôle que ces aspects-là jouent dans la manière dont notre invité interprète les différents faits et les différentes actions qui ont lieu dans son histoire. Et on est aussi curieuse de savoir, dans vos situations à vous, quel est le rôle que la religion et ou la spiritualité auraient joué dans la manière dont vous vivez vos relations et la manière dont vous prenez des décisions. Je trouve que moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est aussi le côté empathie. On nous dit souvent d'avoir une image spécifique de l'amour. L'amour, c'est comme ça. Et puis, si tu t'embarques dans telle ou telle aventure, ben, c'est pas l'amour ou c'est pas cool ou ça n'a pas lieu d'être. On aime souvent juger les aventures ou les relations que les gens doivent avoir. Et donc, je pense que ça rentre vraiment dans le but de notre podcast aussi, c'est de vraiment chercher à créer une ouverture d'esprit dans les gens qui écoutent et créer de l'empathie pour les gens qu'on écoute. Alors, je suis sûre que là, vous vous demandez de quoi nous sommes en train de parler parce que nous avons donné plein d'indices et de pistes de réflexion. Donc, on va s'arrêter là tout de suite et on vous laisse l'occasion d'écouter l'épisode et nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai fini par me dire que ce qu'on te dit, c'est vrai. C'est qu'on te dit souvent que tu vas voir quand ce sera la bonne personne, le grand amour, tu ne te rendras pas compte. Ça te tombera dessus, tu ne vas pas comprendre, mais juste, ça va te bouleverser à tel point que tu sauras que c'est cette personne. Et lui, si tu veux, on se connaissait déjà. On était dans le même lycée, à Blaise Pascal. Et moi, je le connaissais juste de vue. Je le connaissais de vue. On avait des amis en commun. C'est très marrant d'ailleurs parce qu'on avait des amis en commun. On a une trentaine d'amis en commun. Mais nous deux, on ne s'est jamais rencontrés vraiment. Juste de vue. On se connaissait, on se voyait et tout. Je dis souvent que le grand monsieur là-haut est farceur. Donc quand j'arrive à Abidjan, je décide de prendre 1 an d'année sabbatique pour travailler mon projet, qui est d'ouvrir une crèche et tout. Je me focus dessus. Bon, finalement, il y a le Covid, il y a les élections, donc je repousse un peu tout. Et puis un jour, j'ai une de mes tantes qui m'appelle, elle me dit « Mais est-ce que tu veux pas travailler en attendant ?» Je dis, mais dans quoi? Elle me dit, écoute, je connais une dame qui a besoin d'une assistante de direction, c'est dans l'immobilier. Je dis, moi, c'est pas du tout mon domaine, qu'est-ce que je vais y faire? Elle me dit, non, mais c'est pas grave, assistante de direction, toi, tu es assez accueillante, assez ouverte et tout, machin, souriante. Je pense que c'est juste manière de t'occuper, d'avoir des sous qui rentrent et tout. J'ai dit, bon, écoute, ok. Donc, je passe l'entretien, je postule et tout ça. Bon, jusque-là, je le vois pas. Donc, je rencontre ma boss, on a un entretien téléphonique d'abord, après physique, après ça se passe bien. Elle me dit, bon, voilà, super, est-ce que vous pouvez commencer et tout. Jusque la veille du début de contrat, de ma prise de poste, je me disais, mais est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Puis quelque chose me disait, vas-y, dans tous les cas, tu vas sortir de là-bas de façon positive, vas-y. J'ai une de mes tantes, paix à son âme, c'est elle qui m'a fait prendre le risque d'accepter finalement. Je parle de risque parce que je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. J'avais jamais travaillé en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 13 ans. J'étais encore à l'école. Être adulte en Côte d'Ivoire, c'était nouveau pour moi. Le monde du travail, j'entendais des gens en parler et tout, me dire « Ah, tu vas voir, c'est pas simple ici, quand même, les mentalités, machin. » Donc, j'étais même un peu terrorisée. Je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une patronne qui va m'emmerder, entre guillemets, quoi, d'avoir des gens bizarres. J'appréhendais beaucoup. Et ma tante, paix à son âme, elle m'a dit « Accepte. » Elle m'a dit « Tu sais, il n'y a pas de petites expériences. Accepte le poste. » Donc, elle décède le 31 août, de manière très brusque. Moi, je devais commencer le boulot le 1er septembre. Et c'était une des meilleures amies de ma mère avec qui j'ai grandi, donc j'étais hyper proche. Et je dis, mais. Donc j'ai fait une phase de dépression, je traversais une phase de dépression. Je dis, mais tu vois, Seigneur, je ne dois pas aller là-bas en fait. Non, je ne veux pas, c'est un mauvais souvenir. Elle m'encourage et puis elle décède, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc j'étais perdue. Et ma mère, elle me dit, écoute, tu ne peux pas les lâcher comme ça, tu as déjà accepté, commence. Au pire, tu as 3 mois d'essai. Si ça ne te va pas, tu lâches. Donc, tant bien que mal, je dis d'accord, donc j'y vais et tout. Et ce gars, au début, je le vois même pas. C'est comme tout collègue, on me présente un peu tout le monde. Il y a plein de visages, je dois me familiariser avec plein de choses. Donc, je calcule pas.
Et puis, donc, c'était bonjour, au revoir, salut et tout, machin. Je me souvenais même pas que je le connaissais, en fait. Tellement j'étais pas là. Et puis, bon, j'avance, ça se passe bien. Finalement, les gens sont sympas, tout va bien et tout. Et puis, un jour, il vient à mon poste. Donc, on commence à discuter avec une copine et tout, qu'il connaît depuis qu'il est petit. C'est une amie d'enfance. Ils se sont retrouvés par hasard là aussi. Et il me dit une phrase. Il se retourne, on discute et il me dit, mais est-ce qu'on se connaît pas déjà? Moi, je dis, ah, je pense pas et tout. Son prénom m'était familier. Je dis, ton prénom, c'est vrai, me dit quelque chose, mais de visu, je pense pas. Et il me dit, t'étais pas à Blaise Pascal? Je dis, si. Il me dit, ben voilà, je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. T'étais ami à tel. Je dis, mais oui. Je dis, mais tu connais tout ce monde-là? Il me dit, oui. Je dis, mais ton visage aussi me revient, mais sans plus. Et qui me dit, si, on se connaît et tout. Donc là, on commence à échanger, à parler de tout et de rien, du lycée, de l'école. Et je me dis, ah, il est sympa et tout. Donc on échange, on s'entend bien. Au fur et à mesure du temps, on se rapproche, on s'entend hyper bien. Au bureau, pendant la pause, on discute. Parfois, je vais dans son bureau, on rigole et tout. Mais il y a vraiment un bon feeling. Il y a quelque chose qui me fait vraiment aller vers cette personne. Donc, petit à petit, le temps passe et puis on discute de tout et de rien. On voit qu'on a beaucoup de points communs, qu'on a beaucoup de liens finalement, qu'on a les mêmes sujets qui nous sensibilisent. On est à peu près le même type de personne. Et tu sais, c'est ce truc très bizarre qui, d'un coup, tu te dis, mais en fait, je connais cette personne depuis longtemps finalement. Mais tu sais pas comment, ni d'où. Et c'est quelque chose qui te prend au plus profond de toi-même. Quand tu es avec elle, tu peux pas décrire, mais tu ressens quelque chose de puissant, de fort. Tu oublies tout ce qui se passe, tu n'as pas envie que la discussion s'arrête. Et donc, au fur et à mesure, pareil, lui aussi, quand il est seul, il me dit, mais vas-y, viens dans mon bureau, on discute et tout. Mais de manière très anodine. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'arrière-pensée de se dire, oh, tu me plais ou machin. C'est très, très banal. Donc, on échange et tout ça. Et puis, un jour, on discute. Il me dit, mais au fait, toi, c'est quand ton anniversaire et tout? Je dis, ah, moi, c'est le 25 octobre. Il me dit, oh, mais on se suit. Moi, c'est le 30 novembre et tout. Et il me dit, toi, t'es scorpion. Et moi, je dis, mais toi, t'es un sagittaire. Donc, on commence à triper. Je dis, ouais, vous êtes comme ci. Il me dit, ouais, vous, les scorpions. Mais good trip. Et puis, à un moment donné, on parle, on se regarde et il y a un silence. Bon, on sourit, on dit rien. Et puis, il me dit, mais toi, tu sortais pas avec tel gars et tout au lycée? Je dis, si, effectivement. Donc, je commence à lui raconter un peu mes aventures et tout ça. Lui aussi, il fait pareil, il se confie. Au départ, c'est plus moi. Il me posait beaucoup de questions. Il avait besoin de comprendre qui j'étais et tout, machin. Et il me l'a dit un peu plus loin dans nos rapports. Il m'a dit, c'est bizarre, mais j'avais toujours envie d'en savoir plus sur toi sans que je ne me l'explique. Et moi, au fur et à mesure, c'est moi qui ai commencé à m'attacher même un peu plus à lui et à être un peu plus... Moi, j'ai pas honte d'avouer en général ce que je ressens. Et un jour, on discutait et tout. Et je dis, bon, moi, je vais rentrer et tout. Et là, je m'approche de lui. On se faisait toujours un bisou. Quand j'arrivais, c'était toujours une accolade, un bisou. Et même les collègues nous regardaient de l'air de dire, mais ces deux-là, ils sont trop mignons. Genre, vous deux, vous êtes suspects et tout. Mais c'était très câlin. J'avais besoin de son câlin avant de commencer la journée. J'avais besoin de le faire quand il partait. Il venait, il me faisait un bisou. Quand j'étais pas bien, il venait, il me prenait dans ses bras. Mais t'as pris tes médicaments. Mais très attentionné, très câlin. Je me suis dit, mais je savais qu'il était engagé. Ça, c'est le point noir de l'histoire. Je savais qu'il avait quelqu'un. En fait, comment j'ai su, on discutait, il m'a dit, ah, mais t'es sénégalaise et tout. J'ai dit oui. Et il me dit, ah, mais ma copine est sénégalaise. Et j'ai dit, ah, ok, d'accord. Mais j'avais pas d'intérêt encore pour lui. Donc j'ai dit, ah, c'est une de mes sœurs alors et tout, machin, on tripe. Et j'ai vu que ça m'a fait quelque chose d'entendre ma copine. Et je me suis dit, mais pourquoi t'es jalouse? Au fond de moi, je me disais, mais tu le connais même pas. Le gars, il est avec sa copine et tout, tu le connais pas, donc pourquoi t'es jalouse et tout. Bon, après, on passe, donc on se raconte nos histoires. Et un jour, je pars, je dis, bon, moi, j'y vais et tout, je prends mon sac. Et là, on se rapproche. Il y a quelque chose qui part et bim, on se fait un bisou. Mais c'est venu plus de moi. J'ai foncé. Et du coup, il m'a regardé, il m'a souri, il m'a dit, mais t'es grave, toi. Et je voyais qu'il était déboussolé un peu. Donc le soir, on s'écrit sur WhatsApp et tout. Et puis je dis, je suis désolée, je ne l'ai pas contrôlé, c'est parti et tout. Il me dit, non, mais t'inquiète pas et tout. J'ai apprécié aussi. Il me dit, je dis, oui, mais bon, après, je suis désolée, je m'excuse parce que je sais que tu as quelqu'un. Il me dit, oui, c'est vrai, je suis engagée et tout. Je dis, voilà, donc si tu es à un stade d'engagement, en plus, moi, je suis pas le genre à avoir un mec qui a déjà une copine ou quoi. Limite même, et ça m'a beaucoup appris cette histoire parce que limite même, je jugeais ces personnes-là. Je dis, ah non, moi, dès qu'un gars est en couple, je veux même pas qu'il me drague, je veux pas savoir et tout, même s'il me plaît et tout, non, c'est mort et tout. Et je lui disais, mais d'ordinaire, j'ai pas fait ça pour détruire ta relation, mais j'ai pas pu me contrôler. Il me dit, non, mais t'inquiète pas et tout. Et il me dit, honnêtement, si j'avais personne, tout ça aurait été au-delà de ça, toi et moi. Il me dit ça. Du coup, je lui dis, ok et tout, ça veut dire quoi, que je te plais? Il me dit, clairement, t'es mon type de personne. Moi, physiquement, c'est pas du tout mon genre, c'est très marrant, mais spirituellement, c'est ça qui m'a rapproché de lui. Et psychologiquement, enfin, intellectuellement et tout, c'est vraiment quelqu'un
avec lequel j'ai accroché. Donc il me dit, et je dis, écoute, j'avoue que tu me laisses pas indifférente non plus, la preuve par ce bisou. Mais je ne suis pas une briseuse de couple et tout, donc je vais faire attention désormais. Il m'a dit, ok, je comprends. Il m'a dit, mais t'es quelqu'un d'exceptionnel. Il me dit, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais j'ai l'impression d'avoir changé en te rencontrant. Tu m'apportes beaucoup, j'adore nos rapports et je veux vraiment qu'on conserve ces bons rapports-là et tout. Je te rejette pas parce que tu ne me plais pas, c'est vraiment que j'ai quelqu'un, mais honnêtement, si j'avais pas quelqu'un, ce serait parti et tout entre nous. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc le lendemain, on retourne au boulot un peu gêné, tout ça, machin. Mais très vite, ça repart. Mais c'est quelque chose de très fort, on est tout le temps ensemble, on discute beaucoup ensemble. Tout le monde même nous regarde d'un œil de dire, et on a dit aux gens, non, c'est qu'on se connaissait avant pour essayer de noyer un peu, on se connaissait plus ou moins, ah d'accord et tout, parce que vous êtes complices et tout, machin. Les gens parlent, hein. Donc, du coup, on se rapproche et tout, de plus en plus. Et je me souviens de où c'est vraiment parti. C'est un après-midi. Il était, en fait, c'est des open space. Il était seul dans son bureau. Et il m'a dit, mais viens, reste avec moi, on discute un petit peu. Moi, je suis à l'accueil, donc son bureau est juste derrière. Et là, de 14h jusqu'à 18h, on se lâche pas. On discute de tout et de rien, on rigole, on s'explique des trucs, on regarde des vidéos. Mais un truc mais tellement fort, même moi j'étais gênée, je me suis dit, mais dans ma tête, il y a une voix qui me disait, mais il est engagé, ne va pas sur ce terrain-là, tu vas souffrir. Mais on n'arrivait pas à se détacher. Et on papotait et tout, machin et tout. Et il m'a dit, honnêtement, si j'avais personne, je t'aurais épousé. Là maintenant. Moi je dis mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait un mois qu'on se connaît, t'es pas sérieux et tout. Il me dit non mais vraiment, je sais pas pourquoi, mais plus on se rapproche, plus je me rends compte que tu me corresponds énormément. Il me dit c'est bizarre mais je vois des trucs de moi en toi. Et je lui ai dit mais moi c'est pareil, rien que quand je te regarde c'est comme si je me voyais. Et il me dit mais en fait je pense qu'on est des effets miroirs. Donc c'est là où on a commencé à poser des mots qui nous-mêmes nous dépassaient et tout. Et je lui ai dit, je vais pas te mentir, moi je pense que tu es une forme d'âme sœur pour moi parce que j'ai l'impression que mon âme t'a reconnu. Et quand je lui disais ça, j'étais même pas à une phase de ce que j'appelle aujourd'hui d'éveil spirituel où j'ai poussé vraiment le vice entre guillemets pour savoir ce qui m'arrivait dans ma vie. C'était la première fois que quelque chose d'aussi fort. C'est-à-dire que je passais des nuits à pleurer parfois. Je rêvais de lui, je me réveillais en pleurs, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Je veux bien croire que quand tu rencontres la bonne personne, mais t'es pas censé être autant chamboulé au niveau de ton âme. Là, c'est même plus genre ton cœur ou tes sentiments ou le charnel, c'est ton âme. C'est-à-dire que tu sens qu'au fond de toi, il y a un truc qui te bouleverse, mais t'arrives pas à l'expliquer. C'est pas palpable, t'arrives pas à l'expliquer, t'arrives pas à... Je sais pas, tu comprends pas, t'expliques pas. Et moi, je m'intéressais déjà beaucoup à tout ce qui est un peu spiritualité. Alors, pour moi, il y a deux spiritualités. Il y a la spiritualité, de fait, moi, je suis née chrétienne, j'ai grandi dans la religion catholique, je suis baptisée, je suis très croyante, pratiquante et tout. Mais j'ai toujours été un peu attirée. Et alors ça, c'est marrant parce que ça vient de 2-3 personnes que j'ai connues rapidement dans ma vie, que je ne connaissais pas vraiment, mais qui m'ont toujours dit, toi, tu as un don. Tu as des dons intuitifs. Tu as des dons même peut-être de médiumnité, de vision que tu refoules. Je ne comprenais pas les gens, ils me disaient ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Pour moi, en fait, si tu veux, la religion est telle que quand tu t'intéresses à l'astrologie ou quoi, on te fait comprendre que c'est pas en accord avec Dieu. Du coup, moi, au début, je disais non, mais hors de question, mais de quoi vous me parlez, médium, mais n'importe quoi. Je vais pas être une boule de cristal, une sorcière. Parce que il se trouve que, et moi, je me suis rendu compte avec des années, parfois, je disais certaines choses aux gens où je faisais des rêves prémonitoires, où je sentais des choses très fortes et ça se réalisait. Et j'ai une copine, c'était flagrant, elle, 2 fois, je lui ai dit un truc qui s'est réalisé, elle m'a dit, mais toi, t'es pas un peu... Je dis, t'es pas un peu sorcière quand même? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, mais tout ce que tu me dis, ça m'arrive. Et donc, j'ai commencé à avoir même peur de moi-même. Il y a une phase où je refoulais. Et un jour, ça m'a choquée. J'étais à Toulouse, je marchais. Et il y a une dame qui avait l'air un peu bizarre. Elle est venue tout droit vers moi et elle m'a dit, tu as un pouvoir que tu refoules. Je dis, mais de quoi ils parlent les gens? J'ai dit, quoi, madame? Elle m'a souri, elle est partie. Et je dis, mais c'est pas possible. J'ai vraiment quelque chose. Donc moi, au lieu de le tourner, j'avais pas envie d'être une dame Irba avec sa boule de cristal. J'ai commencé plutôt à prier. Je dis, mais Seigneur, mais si j'ai des dons ou quelque chose, révèle-les-moi. Peut-être que tu veux m'utiliser pour réaliser des choses dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes. Et j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit, sans que je ne sache trop pourquoi, que j'ai fréquenté longtemps dans un de mes ex avec qui je suis restée 12 ans. Il m'a dit, t'es l'ange de ma vie. Il m'a dit, si je t'avais pas reconnu, je me serais peut-être déjà suicidée ou quoi. Et il me dit, tu m'as révélé une partie de moi que je ne connaissais même pas. Et j'ai eu 2-3 expériences comme ça. Donc je me suis dit, mais peut-être c'est un don que le Seigneur essaye de me dire. Voilà. Et donc j'ai commencé à prier et tout. Et il
il y a beaucoup de choses qui m'ont bouleversée. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au domaine un peu numérologique, astrologique et tout, angélique même, je dirais. Et j'ai commencé à creuser sur la notion, lui, quand j'ai rencontré, j'ai commencé à creuser sur la notion d'âme sœur. Parce que je me suis dit, c'est fou ce gars, j'ai l'impression que c'est lui. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, tu la connais pas depuis longtemps, mais tu vois déjà toute ta vie avec elle, sans que tu ne te l'expliques. Donc j'ai dit et tout, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était âme sœur et tout. Je dis, mais je pense que lui, c'est... Après, j'ai appris qu'on pouvait avoir plusieurs âmes sœurs. Pour moi, j'avais déjà rencontré mon âme sœur, mon ex avec qui je suis restée pendant 12 ans, pour moi, c'était une âme sœur. Et je me disais, mais lui, c'est bizarre. Parce qu'en fait, la personne vient bouleverser quelque chose en toi, la personne vient toucher quelque chose en toi, et c'est quelqu'un qui, sans qu'on ne se parle, je capte toutes ses énergies et il capte les miennes. C'est-à-dire que sans qu'on ne se parle, il peut m'appeler, il va me dire des choses et je lui dis, mais comment tu sais que je traverse ça? Il me dit, mais on se connaît, toi et moi. Il me disait, il a touché des besoins de guérison que j'avais au plus profond de moi sans que je ne m'en rende compte. Il me dit, je pense que tu dois guérir ça. Et au départ, il m'énervait. Je me disais, mais il m'énerve, lui, d'où il sort pour essayer de me dire des choses. Et en fait, je me retrouvais en pleine nuit à pleurer. Ça me faisait ressortir des choses en moi qu'il fallait vraiment que je guérisse, des choses sur lesquelles je travaille. Et vice-versa, lui, c'est pareil. Il me disait, parce que je le devinais en fait. C'est-à-dire que je pouvais même limite anticiper ses réponses, ses faits et gestes, ses réactions. Et c'est là où j'ai commencé à approfondir et j'ai vu qu'il y avait plusieurs liens d'âme et j'ai appris cette notion de flamme jumelle et ça décrivait tout ce que je ressentais depuis que je connaissais cette personne. C'est-à-dire qu'une flamme jumelle, à la différence d'une âme sœur, elle peut être amicale, elle peut être même fraternelle, ça peut être ton parent, tu vois. C'est quelqu'un qui rentre dans ta vie pour t'apporter quelque chose, avec qui tu dois vivre quelque chose. Une flamme jumelle, et nous deux en fait, j'ai eu la confirmation par mon intuition, mais aussi parce que finalement j'ai approché des médiums pour avoir des guidances, parce que je me suis dit non, là c'est plus que Dieu qui peut m'aider. Dieu, tu peux prier, tu peux lui confier des choses, mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de développer cette autre forme de spiritualité que je refoule, parce que je pense que c'est là où cette personne vient mettre le doigt. Et même lui, il me disait, parce que des fois il se confiait à moi, je lui disais des trucs que des prophètes lui avaient dit. Il m'a dit, mais toi, il me dit, t'es bizarre, toi, t'as des dons, quoi. C'est fou ce que tu me dis. J'ai déjà entendu de personnes qui sont à un niveau de prophétie. Moi, je me proclame pas du tout prophète. Moi, je dis ce que je ressens. Je dis des choses fortes qui me viennent. Je lui faisais des révélations. Il était choqué. Et il me dit, mais essaie de prier parce que je pense que tu as quelque chose que tu dois développer. Donc, j'ai commencé à tourner plutôt ça de façon un peu plus liée à la spiritualité, mais autre que la spiritualité religieuse, et à essayer de comprendre et tout ce qui m'arrivait. Donc, je lisais beaucoup de choses sur les liens d'âme, sur les flammes jumelles, sur les contrats d'âme. C'est ce qu'on appelle un contrat d'âme, c'est-à-dire que la personne, vous vous êtes connus dans une autre vie. Et ça, j'ai fini par lui expliquer parce que lui, il était hyper chamboulé aussi. Il me dit, mais toi, attends, tu rentres dans ma vie. On se connaît depuis 20 ans. Certes, on ne se connaissait pas de façon aussi proche. On se retrouve ici. Il me dit, mais depuis que tu es dans ma vie, tu as tout chamboulé. Il en est venu même à mettre ses fiançailles en cause et tout. Parce que du coup, notre relation... Alors, 10 000 fois, on s'est dit, non, on ne peut pas. Ça a commencé par un smack. Après, ça a commencé par un baiser. Et je me souviens, un jour, il m'a dit, pour ton anniversaire, on ira prendre un verre. Moi, j'étais un peu en mode, ça c'est dangereux. Je dis, ok, mais dans un lieu public parce que machin. Donc, un soir... Il devait voir sa fiancée, finalement il annule, il m'appelle, il me dit écoute on va prendre notre verre, ok, on va prendre un verre, on échange, on discute et tout, ça se passe hyper bien, mais pas de contact physique et tout, bon. Mais on passe un hyper bon moment, on se confie l'un à l'autre et tout, on se rend compte qu'on arrive à se deviner, enfin, c'est très fort. Et puis un jour il vient chez moi et lui son anniversaire suivait, et je lui disais bon à mon tour de t'inviter et tout, on va faire l'apéro et tout. Et un soir il m'appelle comme ça de façon inattendue, il me dit tu fais quoi? Je dis, je suis chez moi et tout, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit, écoute, j'ai une bouteille de vin, j'arrive. Ok, fine. Je dis, d'accord. Je dis, t'es sûr? Il me dit, oui, je t'ai promis depuis qu'on se faisait un apéro et tout, il faudrait que je vienne et tout. Je suis un homme de parole, je viens. Donc, il vient, il y a ma mère et ma soeur, donc je les lui présente. Et il se trouve que son père est un des meilleurs amis de ma mère, de l'université et tout. Mais bon, ils se sont perdus un peu de vue. Mais du coup, quand j'ai dit le nom, elle a dit, mais c'est le fils d'un de mes bons amis, machin et tout. Bon, pour ne rien arranger. Donc, du coup, je le présente. Maman me dit, comment lui dit, comment va ton père et tout, machin. Bon feeling. Il y avait mes neveux, ils jouent un peu avec mes neveux et tout. Le truc, I was like, mais il se passe quoi là? En fait, c'est limite, tu oublies que la personne ne t'appartient pas. Parce que ton âme, ton cœur, tout te dit, mais c'est la personne, mais la réalité fait que non. Donc, on se met sur mon balcon, on papote, on prend notre verre, on met de la musique, un moment chill. Il est arrivé chez moi à 21h.
On s'est séparés à 4h du matin. Là, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un truc. Donc, ce jour-là, on est sur mon balcon. Au début, c'est en mode, ouais, on rigole bien, on se check, on dit comme... Parce qu'il me taquine énormément, il passe ses journées à me taquiner et tout. Et à un moment donné, il me dit, je vais te poser une question sérieuse. Moi, je dis oui. Il me dit, alors si je suis venue, c'est déjà parce que je voulais vraiment tenir ma parole de t'offrir ton cadeau d'anniversaire et tout. Il était venu avec mon cadeau et tout, mais il me dit, j'ai besoin de mettre en lumière quelque chose. Et je dis, ouais, vas-y, je t'écoute et tout. Il me dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Donc moi, la fille trop sérieuse, mais rien du tout, t'es en couple, je peux rien attendre de toi et tout. Il sourit, il me dit, je vais te poser la question encore. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, c'est pas possible. Marie-André, on passe des soirées à se parler jusqu'à 23h sur WhatsApp ou au téléphone. On se confie des trucs, tu me donnes des conseils, je t'écoute jusqu'à j'arrive même pas à décrocher, à raccrocher le téléphone. Il me dit, il y a un truc que moi-même qui me dépasse et je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis, mais j'attends rien de toi, je peux rien attendre de toi. Si tu étais célibataire, on sait tous les deux ce qui se serait passé, mais c'est pas le cas. Donc, je peux pas dire que j'attends quelque chose de toi. Ce serait pas correct de ma part, sachant que tu es engagé et tout, machin. En plus, il est en phase de fiançailles, moi, quand je me rapproche de lui. Ça, pour le moment, à ce moment-là, je savais pas encore. Il me dit, je dis, t'as quelqu'un et tout. Il me dit, je vais te reposer la question une 3e fois et tu vas me répondre honnêtement. Je dis, mais je t'ai tout dit là. Il me dit, non. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis, mais j'attends rien de toi. Et là, il se rapproche de moi, il me prend dans ses bras, il m'embrasse. Et il me dit, t'attends rien de moi? Je dis, mais là, c'est toi qui vas m'embrasser. Donc, on joue un peu au chat et à la souris. Il me dit, non, mais tu t'es laissé faire. Je dis, bon, ok, parce que je vais pas mentir, j'en ai eu envie. Il me dit, donc, il y a quelque chose. Je dis, mais là, maintenant, c'est à toi de me dire, en fait, parce que c'est toi qui es engagé. De l'apéro chez moi, on s'est retrouvés à aller chez... On s'est embrassés. On a commencé à vraiment flirter. Il m'a dit, ah viens, on va chez un de mes cousins et tout. Il fait une petite soirée, viens, on y va. Moi, je lui dis, mais je peux pas aller chez ton cousin. Ils connaissent ta fiancée, c'est quoi? Il me dit, on y va. On prend sa voiture, on y va et tout. On débarque comme un couple, machin. Il me présente à son cousin. Devant son cousin, il me prend dans ses bras. Il me fait des bisous. On danse ensemble. Moi, j'étais entre gêne et joie. Son cousin, il nous regarde. Il me dit, ah, d'accord, tout, machin. Bon, c'est entre vous. Moi, je dis rien, machin et tout. On revient chez moi. Et là, pareil, on reflirte et on couche ensemble. On avait un peu bu, on était tous les deux un peu dans l'euphorie. Et quand on finit, il me regarde et il me dit, putain, je sais même pas quoi dire. Et moi, je lui dis, là, on est allé vraiment loin. Avant cette fille, il sortait de relations assez désastreuses dans l'ensemble. Il a eu un parcours de vie aussi avec beaucoup de hauts et de bas familiaux et tout ça. Et quand il rencontre cette fille par personne interposée, c'est quelqu'un c'est un peu l'enfant prodige qui essaye d'avoir une vie droite désormais. Et cette fille, on la lui présente. Au début, ça se fait pas trop. Finalement, bon, ils accrochent. C'est pas du tout son style de fille. C'est pas la personne avec laquelle il se projette. Mais c'est quelqu'un qui se remet dans la religion et qui dit au Seigneur, j'ai envie d'une vie rangée, mais quelqu'un sur ma route avec qui je pourrais aussi me caser et tout machin. Et bim, cette fille par personne interposée, il la rencontre et tout. Donc c'est quelqu'un finalement qui se dit, donc c'est la réponse à ma prière. Logique. Donc, il commence leur histoire et tout, machin. 3 mois après, moi, je débarque dans l'entreprise et il se rend compte que c'est moi la réponse à ses prières. Il me le dit. Je viens le mettre face à qui il refuse d'être. La personne engagée, mais qui finit par tromper parce que finalement, il n'a pas le choix, en fait. La personne qui essaie de se ranger, mais qui se rend compte qu'elle se lâche complètement avec cette fille. Elle s'ouvre à lui. Moi, il me dit, mais d'où je vais me lever pour rester avec une fille jusqu'à 4h du matin chez elle sur son balcon? Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais trompé ma fiancée. Et quand il me rencontre, il vient de demander sa fiancée en mariage. Ça fait à peine 4 mois qu'ils sont ensemble parce qu'il est persuadé que c'est la réponse à ses prières. Il m'a dit, tu serais rentrée 3 mois plus tôt dans ma vie, c'est toi que j'épouserai aujourd'hui. Tu es la réponse à mes prières. Mais je suis un homme de parole. Tu arrives un peu trop tard et je ne peux pas rompre ma parole, mon engagement aux yeux de mes parents, aux yeux de cette fille, de ses parents, pour dire que je vais encore recommencer une histoire. Donc moi, je lui dis, en fait, donc je suis qui finalement? Je suis la personne sacrifiée parce que pour moi, et c'est là où j'ai commencé à être bouleversée côté foi, j'ai dit, pour moi, quand tu rencontres la bonne personne, elle est censée être tellement évidente que tu es capable de tout lâcher pour la avoir. Donc du coup, je lui dis, mais il me dit, oui, mais j'ai des principes, j'ai une parole, j'ai déjà souvent déçu mes parents, je peux pas rompre mon engagement. Je lui dis, donc tu es prêt à faire une vie avec quelqu'un? Parce que je lui dis, est-ce que tu l'aimes? Il me dit, j'ai appris à l'aimer. Il me dit, c'est pas du tout mon genre de base, mais j'ai appris à l'aimer.
Elle a été là dans des moments difficiles pour moi. J'étais là pour elle. On a appris à avancer ensemble. Je dis, mais ça fait même pas 1 an que vous êtes ensemble. Donc toi, tu préfères sacrifier l'amour de ta vie finalement pour un engagement que tu as donné juste pour une parole. C'est tout à ton honneur de respecter ta parole. Mais il y a un moment donné, je dis, tu penses pas que si Dieu m'a mis dans ta vie, pendant que tu décides de te fiancer, c'est qu'il y a quelque chose à revoir? Il me dit, au début, il refoulait énormément. Du coup, c'est là où vraiment notre relation de flamme jumelle a été vraiment concrète. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se disait, non, on peut pas, c'est bon, là on arrête. Genre un matin, il arrive au boulot, il me dit, non, c'était le dernier apéro, là c'est bon, on peut pas. Il me dit, ok, on va mettre ça sur le compte de la soirée, de l'alcool et tout, on oublie. Il me dit, vas-y, je rentre chez moi. Bon, je le raccompagne et tout, il rentre chez lui, il me dit, on arrête quoi, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Ok. Le lendemain, il m'appelle, en début d'après-midi, il m'appelle une première fois, coucou, ça va, t'as bien dormi, machin, on échange et tout, on papote. Il me dit, ok, tu vas faire quoi de ta journée et tout. Et moi, je me dis, on n'est pas censé arrêter. Il raccroche, il me dit, bon, je te laisse, je te rappelle plus tard. Il me rappelle encore 2-3 fois, le soir, il me dit, on se voit. Je dis, mais non, en fait, on peut pas. Je dis, mais là, c'est... Il me dit, mais je peux pas ne pas te voir. Donc, on se revoit le lendemain. Moi, je suis entre cœur et raison. Clairement, ce sont les deux énergies qui se battent en moi. Et moi, je suis convaincue de ce que je ressens pour cette personne. Je suis convaincue de qui elle est et pourquoi elle est dans ma vie. Mais il y a une réalité qui fait que je me dis, mais non, c'est peut-être la personne que tu attends, c'est peut-être ta flamme jumelle, ton âme sœur. Mais il a quelqu'un, il est fiancé, donc non. Et moi, je pars du principe qu'un homme engagé ne laisse jamais sa copine ou son engagement pour toi. Donc, je me suis dit, non. Je me suis dit, je peux pas, si je fais ça, je vais souffrir. Mais je n'arrive pas à le stopper. Donc, il m'appelle et tout, il me dit, je suis en bas de chez toi. Okay. Donc, il monte, son papote, pareil, rebelote, jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais là, il n'y a rien de charnel. Mais on s'embrasse quand même, on flirte quand même, on rigole, on s'ouvre un peu plus l'un à l'autre et tout. Sa fiancée l'appelle à un moment donné, forcément, il ment. Non, je suis avec des potes et tout, machin. Et elle ressentait beaucoup le changement. Parce que bizarrement, à chaque fois qu'on était ensemble, elle l'appelait régulièrement. C'était très particulier. Moi, je me suis dit, cette fille... Alors, je suis pas, peut-être pas devin et tout, je veux pas mal parler, mais j'ai l'impression, c'est pas anodin dans nos cultures, dans ce pays, qu'elle l'a manipulée mystiquement pour qu'il se détourne de moi. Ça, c'est le ressenti que j'ai eu bien plus tard. Mais c'était trop bizarre. À chaque fois qu'on était ensemble, elle appelait, elle insistait. Un jour, il a mis le haut-parleur comme ça, il dit, ouais, t'es bizarre, t'es où, pourquoi tu décroches pas depuis et tout. Et moi, c'est là où je me suis dit, mais dans quoi on est? Je ne suis jamais à l'aise quand elle appelle. C'est là où j'ai commencé à me dire, elle a des énergies bizarres. Déjà, lui, sa posture change. C'est pas la même personne. Sa façon de parler change. C'est la personne que tu sens qui veut se remettre tout de suite droit. Il essaye de rattraper et il essaye de rassurer énormément cette fille parce que ça lui renvoie lui-même l'image qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Mais à la fois, il suit son cœur. Donc, c'est très bizarre. Moi, je suis pas à l'aise quand elle appelle. Et même à un moment donné, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu t'éloignes. Que ce qu'on soit au boulot ou ailleurs ensemble, quand je suis là, qu'elle t'appelle, loin de moi. Parce que je suis pas à l'aise avec ça. Il me dit, je comprends, c'est normal. Et en fait, est arrivé ce qu'on ne voulait pas qu'arrive. On est tombé dans la double relation. Parce qu'on n'arrivait pas, c'est-à-dire qu'on se lève, on passe une soirée ensemble, le lendemain, on se retrouve au bureau. Mais forcément, on fait comme si de rien n'était parce que personne ne doit savoir. C'est une relation secrète. Et on est des collègues pour le coup, mais dès qu'on se retrouve, il y a un moment donné où, comme Dieu est encore très farceur, on a dû partager le même bureau. On était face à face dans l'open space. Donc c'était des regards, c'était des gênes, c'était en gros dehors, on avait une vie ensemble et au bureau, il fallait qu'on fasse comme si on était juste collègues. On s'entendait bien, ça gâchait rien entre nous et c'était miraculeux. Ça gâchait rien entre nous, mais on pouvait pas être pareil. Et un jour, il m'a dit, viens, vas-y, on va marcher un petit peu. Il m'a dit, c'est bizarre, mais je n'ai pas de culpabilité par rapport à ce qu'on fait. Il me dit, hormis le fait que je ne veux pas faire souffrir ma fiancée, je ne veux pas être un bad boy, je ne fais pas ça dans ce but, mais je suis bien dans ce qu'on fait. Et lui, c'est quelqu'un de très spirituel, enfin très religieux du moins, plus religieux que spirituel. Et il me dit, tu es venu même chambouler ma foi en fait. Parce que j'en viens, il me dit, je passe des nuits où je ne dors pas et je parle à Dieu, je me dis, attends Seigneur, tu joues à quoi? Je t'ai demandé de rencontrer quelqu'un, tu m'as mis cette fille avec qui je me suis engagée et aujourd'hui, tu mets la vraie personne sur ma route. Qu'est-ce que je dois comprendre? Il me dit, je priais et il me dit, j'ai eu la réponse que nous deux, c'est pas le moment. Moi, je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, je sais pas te dire si ça veut dire que le moment est passé ou si le moment est futur, mais c'est pas le moment et je dois aller au bout de mon engagement. À un moment donné, on s'était tellement rapprochés. Bon, clairement, j'étais sa deuxième copine.
parce que juste que il me cachait un peu, mais il a parlé de moi à des cousins à lui. Il a même parlé de moi à son père. Il a dit, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un à qui je m'attache. Son père lui a dit, écoute, tu t'es engagé, donc fais gaffe, réfléchis à ce que tu veux. Moi, je lui ai dit, tu sais, on va prendre du recul. On a vécu 3 mois de relation, vraiment. On sortait du boulot, on se suivait, on allait prendre un verre, on était ensemble. Il dormait chez moi, jusqu'à des fois 3-4 heures du matin. Le lendemain, sa copine qui pétait un câble. Mais j'ai pas réussi à te joindre, t'étais où? En fait, ça a pris une dimension qui nous a tellement dépassés. Mais il m'a dit, je n'arrive pas à l'arrêter parce que... Et moi, j'avais eu cette révélation aussi spirituellement, mais sans qu'on ne se concerte. On s'est assis un jour, on parlait, il m'a dit, est-ce que tu sais que nous deux, c'est ordonné par le divin? Et j'ai dit, mais c'est la réponse que j'ai eue aussi en priant. Il me dit, et depuis que j'ai eu cette réponse, je ne culpabilise pas parce que, en fait, c'est comme si Dieu même nous disait, vous n'avez pas le choix, vous allez passer par là. Vous devez vivre cette relation. Donc, quand on l'a accepté, il y a eu la phase où on refoulait, même parfois on ne se parlait plus. Parce que lui, il avait du mal à gérer. Moi, au bureau, je gérais très bien. Lui, il avait du mal à gérer parce que il avait une mauvaise image de lui-même déjà, de se dire, qu'est-ce que je fous, je suis fiancée et tout. Et aussi, il pouvait pas, en même temps, il n'arrivait pas à contrôler ses sentiments envers moi. Mais on travaillait ensemble, donc on devait rester professionnels. C'était hyper dur. Donc, par moments, il me parlait pas. Il me parlait plus et moi, je le vivais hyper mal. Plus j'avançais sur mon chemin spirituel, de mon éveil spirituel, plus je comprenais certaines choses parce qu'aussi j'étais guidée, j'étais suivie spirituellement par une médium du coup à qui j'expliquais et elle m'a dit en fait tout ce que tu ressens c'est ce qui est. Elle m'a dit non seulement c'est une âme sœur mais c'est une flamme jumelle et elle m'a dit vous êtes fait pour vous retrouver. Et moi c'est tout ce que je ressentais mais je posais pas les mots dessus parce que je n'ai pas ce niveau là si tu veux. Et je lui ai dit mais c'est fou mais il a quelqu'un et tout. Elle m'a dit clairement ça va pas aller avec cette fille. C'est-à-dire que la fille elle va tout faire pour l'avoir mais ça va pas se concrétiser. Peut-être qu'ils vont rentrer dans un mariage. Et elle m'a dit moi de ce que je vois c'est comme si à peine ils se seront dit oui même si, quand bien même ils iraient jusqu'au mariage ce dont je ne suis pas sûre même s'ils se disent oui à peine ils vont se dire oui ce sera la fin. Du coup je commençais à voir je me suis dit non peut-être qu'elle se trompe je vois une autre médium qui me dit les mêmes choses. Et là je commence à me dire mais en fait je le sais au fond de moi. Donc à 2-3 mois d'intervalle je fais 2 guidances personnalisées et c'est les mêmes messages qui ressortent. Et lui il me dit écoute on est obligé d'arrêter tout ça. J'ai fini par conclure que Dieu il nous laisse libres, il nous montre des signes. Il nous montre le chemin. On se confie à lui, il nous répond. Moi, il m'a répondu dans cette histoire. Mais après, il nous laisse libre. Si lui, il choisit quand même de continuer dans sa relation, Dieu ne va jamais le forcer. Par contre, il aura toujours des signes, il aura toujours des chamboulements, il aura toujours tout pour lui faire comprendre que tu n'es peut-être pas sur le bon chemin. Je pense que la peur, la lâcheté masculine déjà, et la peur de passer pour celui qui a fait du mal à cette fille, on finit par prendre le dessus. Il m'a dit, écoute, nous deux, c'est une évidence. Je suis amoureux de toi, je suis fou de toi, c'est vrai, machin. Mais je peux pas lâcher mon engagement. Et c'est de là, quand il a vraiment posé, il a dit ça, 2 ou 3 fois on s'est rabiboché. Et puis tout d'un coup, on a vraiment coupé tous les ponts. Il m'a dit, là, vraiment, je peux pas. Je peux pas rompre ces fiançailles-là. J'ai appris à aimer cette fille, j'ai appris à cheminer avec elle. En fait, il trouve beaucoup de moyens pour se convaincre et tout. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, c'est ton choix, c'est ton dernier choix, je le respecte. 2 ou 3 fois, on a flanché. Finalement, on a réussi à tenir. On a fait 2 ou 3 mois en essayant d'être que des collègues. Ça a été dur, mais moi, j'en ai beaucoup souffert. Je pense plus que lui, parce que finalement, la personne, elle retrouve sa vie d'avant. Même si elle pense à toi, elle est embarquée dans son quotidien qui fait que elle se persuade de plus en plus qu'elle a fait le bon choix. Et là où c'est dur pour moi, c'est qu'au quotidien, quand on était ensemble, je m'en foutais entre guillemets un petit peu parce que je me disais, je m'en fous, je l'ai aussi. Il y a l'ego un peu qui disait, moi aussi il est à moi, donc j'ai pas à être jalouse de quand elle appelle, de quand ils sont ensemble et tout machin. Mais quand on a vraiment décidé d'arrêter, je l'ai mal vécu parce que du coup, elle appelait devant moi, du coup, il décroche devant moi, oui chérie, oui machin, nanana, il parle devant moi. C'est très compliqué parce qu'on s'entend bien, donc on reste bons amis. Et du coup, je dois subir sa relation, je dois subir sa vie au quotidien et en plus, on travaille ensemble. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est là où, moi, ma foi a vraiment pris un coup parce que je me suis dit, mais Seigneur, à un moment donné, il faut que ta justice prenne le dessus en fait. Si c'est vraiment lui, il faut que tu fasses en sorte que... Parce que lui, il lâchera pas l'affaire parce qu'il veut pas être ce gars qui brise quelque chose. Et elle
elle est agrippée à lui comme c'est pas possible en fait. Du coup, je me dis, mais en fait, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est moi qui dois souffrir le temps de... Moi, j'ai rencontré entre-temps, il y a eu 2 relations entre-temps, rapides, une dans laquelle je suis encore plus ou moins, mais je sais bien que c'est pas là où j'ai envie d'être. Donc en fait, t'es obligé d'avancer. Et ça, on te l'explique aussi sur les parcours de flammes jumelles. Au contraire, tu dois même aller de l'avant. Tu dois travailler ce que tu as à travailler sur toi. Tu dois maintenir le lien, respecter le lien. Tu dois pas t'empêcher de vivre. Tu dois pas être... En tout cas, c'est pas conseillé d'être dans l'attente de la personne. Parce que la personne, pendant que toi, tu travailles des choses, elle aussi, elle travaille de son côté. Et il y a le moment où l'univers aura décidé que là, maintenant, ça s'aligne et que vous vous rejoindrez. Ça peut durer 5 ans. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer 2 mois. Donc, je me suis dit, à un moment donné, j'ai réussi à faire le travail de lâcher prise, de me dire, écoute, c'est comme ça, mais pour le moment, on ne peut pas être ensemble. Mais pense à toi, vis ta vie, épanouis-toi, et advienne que pourra. Et c'est dans cette phase que je suis en ce moment. J'ai posé ma démission, pour des raisons professionnelles, mais aussi, j'avoue, en partie pour fuir un peu tout ça, parce que ça commence à être très dur pour moi à gérer au quotidien. Je prends beaucoup sur moi et en fait, lui, par contre, il gère très mal. C'est-à-dire que ça le dépasse. Il a voulu se convaincre qu'il a fait le bon choix en restant là où il est, mais dans son comportement envers moi, il se trahit énormément. À tel point que même mes collègues me disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre et tout, lui, envers toi, machin. Il va rigoler, il va passer à dire, ah, Issata, comment tu vas? Ah, machin et tout, machin. Et quand c'est moi, ça va être bonjour. Et il passe. C'est-à-dire qu'on voit la différence de comportement, mais phénoménale. Et c'est quelqu'un qui va vite se braquer, qui va vite s'énerver, qui va être en colère sans que tu comprennes pourquoi. Genre, t'as rien fait. Mais par exemple, des scènes flags, on est dans le bureau avec d'autres collègues et tout, on rigole, machin et tout. Et il n'arrive pas à lever la tête, il n'arrive pas à prendre part à la conversation. Dès que je passe la porte, il se renferme. Et ça, mes collègues l'ont remarqué. Il se renferme, il n'arrive même pas à me regarder dans les yeux. Et là, il me dit, ouais, vous faites trop de bruit et tout. Oui, mais toi, tu rigoles trop fort. C'est toi, c'est contre toi. C'est des choses... En fait, la personne te vise. Tu es dans son collimateur, mais c'est parce que tu es en train de lui dire, tu es en train de le mettre face à sa propre réalité. C'est que je n'assume pas. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que je t'aime, mais je n'assume pas le choix que j'ai fait, mais je suis obligée d'être dans ce choix-là. Mais chaque jour, je me rends compte que c'est toi et je suis obligée de faire avec. Donc, il y a cette forme de colère. Moi, j'ai fini par le comprendre. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a et tout. J'étais dans la colère et tout envers lui. Et plus je prie, plus j'essaye de lire un peu ce qui se passe sur les parcours de flammes jumelles et tout. Et c'est classique. C'est des âmes qui font partie de la même famille d'âmes. C'est-à-dire que c'est des âmes qui se sont connues dans une autre vie avant même d'être sous la forme humaine et qui ont signé ce qu'on appelle un contrat d'âme. C'est-à-dire qu'elles ont décidé, avant de prendre une forme humaine, qu'elles devaient vivre quelque chose, qu'elles seraient liées à vie, finalement. Et en fait, on dit jumelles parce que c'est à moitié d'âme. C'est-à-dire que vous allez vous matérialiser d'une façon humaine dans d'autres vies, voilà, chacun est ce qu'il est et tout, machin. Mais dès lors que vous vous reconnectez, que vous vous reconnaissez, vous ne sortez plus jamais de la vie l'une de l'autre et c'est que des bouleversements. Vous êtes amené à travailler des choses sur vous. C'est-à-dire que c'est la personne qui va aller te faire sortir au plus profond de toi ce qu'il faut que tu guérisses, que tu améliores, que tu grandisses en toi. Et ça explique tous les chamboulements. Comme je te disais, parfois je me réveillais en pleine nuit en pensant à lui, en rêvant à lui, mais en pleurant, mais en ressentant un truc tellement spécial que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, c'est quoi ça? Et en fait, parce que c'est c'est ton âme qui est liée à cette personne. Et tu as trouvé ta moitié d'âme, donc tu es complet avec cette personne. Donc forcément, tu ne peux plus y aller sans elle. Dès lors que c'est clair, que c'est matérialisé, tu ne peux plus aller sans elle. Alors avec lui, je me suis limitée à la notion d'âme-sœur parce que c'est par notre histoire et parce que je lui disais de notre histoire que lui-même s'est ouvert un peu au domaine un peu plus spirituel, comme je fais moi, l'astrologie, les âmes sœurs et tout. Et il me disait, mais j'apprends avec toi des choses que je ne pensais même pas connaître. Donc, il a lu un peu les âmes sœurs, les machins et tout. Et il a dit, effectivement, c'est ça, en fait. Toi, t'es dans cette catégorie-là de personnes pour moi. T'es pas juste une fille que je connais, que je rencontre, que je kiffe. Et il me dit, non. Il me dit, de la manière dont tu me chamboules, je n'ai jamais vécu ça avec personne, même pas avec ma fiancée. Il me dit, il y a des choses que je vis avec toi que je ne vis même pas avec elle. Donc, il a compris que c'était particulier notre lien, que c'était très fort. La relation de flamme jumelle n'est pas un fleuve tranquille. Pour moi, l'amour, c'est un chemin de foi. Clairement, c'est un parcours de foi. Parce que quand tu es persuadé qu'une personne est faite pour toi, quand tu es persuadé de que tu l'aimes, cette personne, c'est pas du tout mon style de personne à la base. Il a un caractère pas facile à vivre.
c'est particulier et j'arrive à ne... Il n'y a que l'amour qui me fait passer au-dessus de chaque épreuve à chaque fois. Et je l'aime tellement qu'il y a des choses avec lesquelles je vis que je n'aurais pas accepté de quelqu'un d'autre, ni il y a quelque temps. Donc pour moi, c'est un parcours de foi. C'est la foi qui fait vraiment que l'amour dépasse toute chose. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode et l'histoire de notre invité. Si vous l'avez aimé, suivez-nous sur Instagram à whatislove-podcast et dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées et laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Si vous aussi avez une belle histoire d'amour à nous partager, n'hésitez pas à nous contacter par email whatislovepod@gmail.com ou sur Instagram. Bisous.